d'ouverture d'esprit. Alors, ce qui était intéressant, c'est de voir chaque fois, c'était de comparer le groupe des enseignants formateurs francophones et le groupe des enseignants formateurs bilingues. Et dans le groupe des enseignants formateurs bilingues, la souplesse d'esprit était soulignée comme une véritable qualité en disant que compte tenu qu'on avait affaire à des stagiaires qui venaient des deux mondes, des deux philosophies de l'éducation, parce que ces philosophies sont très différentes, la philosophie allemande qui travaille beaucoup sur ce qu'ils appellent les sociales compétences. Et quand je dis nouvelle articulation présence-distance, c'est vraiment toutes les possibilités qu'on a depuis le tout en présentiel, donc a priori la forme traditionnelle qu'on connaît encore le mieux, jusqu'au tout à distance ou quasiment, la formation à distance dont on a parlé jusque-là. Puis entre les deux, si on prend une typologie qui est fréquemment amenée dans la littérature, on trouve tout un panel finalement de possibilités d'articulation présence-distance, avec notamment au milieu la modalité hybride. Donc l'idée d'avoir des temps de formation en présence, finalement de faire évoluer les apprentissages, les cours de cette manière-là. Alors vous voyez que le contexte est assez large et finalement le programme que je vous propose s'inscrit tout à fait là-dedans et dans cette modalité un peu hybride dont je parlais. Donc on n'est pas dans de la formation à distance. Dans notre département de didactique des langues, où on forme des enseignants d'anglais dans le second, de français dans le second et de français langue d'enseignement dans le premier. Alors, la version du dispositif qu'on a développée est suivante. C'est finalement un cours en présentiel tel qu'ils existaient déjà. Ils étaient déjà dans le programme ces cours-là, où on a donc naturellement un enseignant et des étudiants en présentiel. Et on a choisi finalement de pairer à ce système-là une plateforme synchrone qui est Adobe Connect dans notre cas, mais qui pourrait être d'autres, qui est gérée par un auxiliaire d'enseignement qui est lui-même en présentiel, donc dans la classe, et ils sont connectés à la salle de classe par interaction avec le clavardage ou bien oralement s'ils ont un micro. Donc finalement, on est dans une situation de classe où on a une classe en présentiel, comme ici par exemple, mais avec une caméra, des micros, et puis une plateforme et un auxiliaire d'enseignement qui médiatise le rapport entre les étudiants à distance, les étudiants présentiels et l'enseignant. Donc, on est dans cette configuration-là. Je parle du campus numérique. Je vais répondre à ta préoccupation. Vous voyez, il y a une prolifération des structures aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui donnent des formations, qui prétendent donner des formations à distance. Et moi, je m'intéresse seulement à ce qui se fait au niveau du campus numérique. Alors, au niveau du campus numérique, oui, ce n'est pas un dispositif de formation à distance orienté pour les étudiants. C'est orienté au grand public, des gens qui travaillent et qui ont besoin qu'aux étudiants, qui suivent à la fois de formation et qui s'inscrivent dans les formations à distance. À ce moment, les taux peuvent être faibles. On peut comprendre qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui s'inscrivent dans les formations à distance, mais pas nécessairement les étudiants. Alors que chez nous aussi, la question, il n'y a pas trop d'étudiants. la question, ce que nous recherchons, c'est que nos étudiants s'intéressent au campus numérique. Il y a des raisons de s'intéresser aux formations à distance. On ne peut pas être étudiant dans un pays et vouloir faire en même temps une formation à distance, ça coûte. Oui, mais alors c'est pourquoi j'ai dit pourquoi les choix des étudiants, pourquoi tu n'as pas étudié les populations concernées par cette formation? Non. Dans une étude est toujours orientée. Oui, je comprends pourquoi les choix des étudiants. Oui, le choix des étudiants parce que... Parce qu'ils sont déjà étudiants dans cette filière. Oui, ils sont étudiants, mais vous verrez très bien, vous savez, l'université donne des diplômes généraux. Aujourd'hui, dans nos universités, on a créé des DSS, des diplômes de spécialité, qui leur permettent d'avoir une formation pointue pour avoir accès. Mais au niveau du campus numérique, il y a des formations que les employeurs recherchent. Alors pourquoi est-ce que nos étudiants n'y vont pas? S'ils n'y vont pas, ça peut être un problème financier, mais si c'est un problème financier, quelle solution on peut trouver pour leur permettre d'accéder à ces formations? Puisque, voilà. De l'éducation qui peut intéresser ou qui doit intéresser, à mon sens, la formation des enseignants, parce qu'il ne s'agit évidemment pas pour lutter contre l'échec scolaire, par exemple, de ne pratiquer que des réformes ou des discussions sur ce qui se passe dans la classe ou dans l'établissement. Mais j'ai mis, c'est pas vraiment des scoops, mais j'ai mis pour les enseignants aussi, je les fais dépasser un petit peu du cadre, parce qu'il y a bien des choses qui se passent en éducation, ou en tout cas pas contrôlées. Alors, pour l'Afrique francophone, puisque je ne m'occuperai que de ça, et que de la formation des enseignants, ce que rapidement je peux
dire en début, c'est que après quand même pas mal de temps, enfin plus de 10 ans, 15 ans que je travaille avec les collègues des institutions de formation de formateurs, les ENS en particulier, ce qui est assez net, c'est qu'on ne les rencontre pas trop au niveau international. Bon. Autre point qui a été abordé, qu'on retrouve dans le cadre du développement durable, c'est le risque d'engendrer trop de catastrophisme par rapport à ces questions-là, qui peuvent soulever beaucoup d'émotions, surtout chez des élèves relativement jeunes, et de ce fait risquer de les bloquer. Donc là, c'est toute la place des valeurs et des émotions à considérer. Autre point, c'est l'incertitude. Il s'agit d'accepter l'incertitude et de mesurer l'incertitude et d'agir en milieu incertain, dans un monde incertain. Enfin, on a parlé d'exigence éthique. Est-ce une spécificité francophone? C'est ce qui a été soulevé par un des collègues. Pour finalement terminer par une question qu'on ne sait pas comment appréhender encore, mais qui mérite d'être posée. Est-ce qu'il existerait-il un modèle francophone de l'éducation au développement durable? Je vous remercie. L'atelier 5 que j'ai eu l'honneur de présider est composé de Ngoy Fiamma Irène, Zagreb Vige, Wong Marcel, Wassa Kwaro, Temdenou et Temken, Thiong Guihai, Charay José. C'est un atelier qui, je dirais, a une coloration Sud-Sahara, comme si nous qui sommes du Sud-Sahara avions une coloration particulière. Et ces participants que je viens de citer ont déjà dans le document qu'on a distribué hier les thèmes que vous verrez là. De cet atelier, il ressort que la culture aux valeurs civiques et citoyennes permet de promouvoir un environnement sain pour les futures générations. Pour ce faire, il s'agit de mettre en œuvre des stratégies, se munir d'outils et de planifier des programmes et des projets de gestion de l'environnement. Cette gestion passe aussi par une représentation du développement durable à travers les œuvres d'art, un renforcement des programmes en éducation environnementale où elle existe déjà, ou par une création de filières de formation où elle manque. En outre, la latitude doit être laissée à la presse, radio, télévision, nous écrits, pour qu'elle explique à la population l'importance du développement durable dans la gestion quotidienne de sa vie. Faut-il ajouter encore l'adoption dans la formation d'une approche basée sur les idées fortes de l'interculturel contribue énormément à atteindre le développement durable. Oui. Voici un peu résumé ce que l'atelier 5 avait à rapporter, mais je profite de l'occasion pour quand même faire une proposition synthétique des 4 groupes en éducation au développement durable. L'ensemble de ce groupe demande la création d'un groupe d'innovation sur le développement, l'éducation au développement durable dans l'espace francophone. Il existe déjà des outils. Alors on a en France des observatoires. Mais nous souhaiterons aussi que des observatoires régionaux soient créés. Par exemple, à Abidjan, au niveau de la CEDEAO, pourquoi pas, disons la CEDEAO francophone. Nous avons aussi un réseau universitaire de formation de formateurs en développement durable qui peut contribuer à coordonner toutes ces actions. En développement durable,
en éducation et développement durable, il existe des choses, mais c'est autour du RIFEF que doit se coordonner la formation du formateur en éducation au développement durable, surtout dans l'espace francophone où nous sommes. Les pistes à court terme que nous avons dégagées, les propositions, la création d'un numéro spécial en éducation et développement durable à partir des actes de ce colloque. Et la coordination de la vie de groupe autour de quelques événementiels. Nous savons qu'en France, en avril, il y aura un colloque sur la culture, le développement durable, mais aussi il peut y avoir d'autres. Enfin, l'idée d'une génération, d'une formation de formateurs en éducation au développement durable en relation avec le RIFEF, bien sûr. L'objectif global, c'est de faire vivre et évoluer ce groupe d'innovation. Je vous remercie. Quatrième thème, c'est-à-dire gouvernance et évaluation. Vous travaillerez en commun dans ce qui s'est passé. Donc j'appelle M. Ngoy et d'autre part M. Ibrahima Ouad. On commence? Très bien, donc M. Ngoy Jama Balthazar Antami. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, le Vice-président, le Président au moins de cette séance. C'est ça? Sinon, c'est un coup d'État. Voilà, l'atelier que j'ai l'honneur de présider avec un thème gouvernance et évaluation. 6 communications sur les 9 qui ont été programmées ont été présentées. Et il y a la communication du collègue Benziane Abdelbaki et de son collaborateur Night Brahimi, la communication de Mme Bissounot Rita, celle de M. Steve Chitekoulou et Palanga, celle de M. Landry Carole, celle du collègue Ouad Ibrahim et celle de Mme Mahezi Aïcha. Alors toutes ces communications portaient soit sur la gouvernance, soit sur la gouvernance et l'évaluation. Les titres, comme l'a dit un des intervenants, sont dans les résumés. Alors je dégage ici les idées principales, et je donne ici les idées principales qui se sont dégagées de cet atelier. La première idée principale est celle de l'adaptation de la gouvernance et de l'évaluation des établissements de recherche au changement des missions de ces établissements. C'est fut ici le cas, je pense, de l'école polytechnique d'Oran, qui était avant l'école normale supérieure technique, qui est devenue une école polytechnique. Donc elle a changé de mission et du coup la gouvernance doit s'adapter à ces changements. Il y a également, je pense que c'est le cas du Sénégal, il n'y a pas eu de changement de mission, mais la tutelle a transféré ses responsabilités à l'université. Et l'université est en partenariat avec des entreprises, d'où l'adaptation des missions de l'université à l'économie du savoir, la conciliation, la recherche de la conciliation de la gouvernance avec l'économie du savoir. Alors la deuxième idée principale qui s'est dégagée, c'est la définition de la gouvernance universitaire en tenant compte des avis des parties prenantes. C'est l'idée, je pense, dégagée par la tentative de définition de Mme Rita, de la Mauritius Institute of Education, où elle a essayé, parce que ces termes, ces concepts de gouvernance, et il n'est pas compris de la même façon dans tous les établissements. Alors elle avait essayé de questionner les professeurs, les administratifs, et je pense qu'elle va continuer à questionner les étudiants, qu'est-ce qu'ils entendent par le terme gouvernance. Donc, il ne faut pas que les chercheurs s'enferment dans leur laboratoire ou dans leur bibliothèque pour définir la gouvernance. Il faut interroger les parties prenantes à la gouvernance. Quelle représentation se font-ils de la
gouvernance, pour avoir une bonne gouvernance. Alors, le troisième thème, on a dit qu'il fallait éviter... le troisième thème, c'est la contribution de l'outil informatique à la gouvernance et à l'évaluation. Donc, ça, c'est une idée qui s'est dégagée de la communication de M. Steve, qui a démontré comment l'e-gouvernance a aidé l'université de Lubumbashi à bien gouverner, à bien prendre des décisions sur base d'un logiciel, le GP7, qui permet maintenant aux recteurs d'avoir toutes les informations dans les facultés, sur les paiements des frais d'études, les proclamations, etc. Alors, chers collègues, comme vous avez pu le constater, nous avons quasiment pris de l'avance grâce aux présentations très synthétiques. Je demanderai donc au président de séance de nous adresser rapidement, par tout moyen, à leur convenance, soit une petite note écrite, soit un courriel. Ça leur permettra d'ailleurs de revisiter leurs idées s'ils le souhaitent, et nous pourrions l'utiliser pour dégager ce que j'appellerais un brouillon de pistes, comme il l'était demandé. Nous allons donc faire une pause maintenant à 14h55. Nous allons reprendre à 15h20 avec la conférence de Madame Trapti-Meyen. Je voudrais vous rappeler deux choses. En sortant, nous avons 4 posters qui ont été mis par nos collègues. Je vous demande d'y attacher quelque attention et je demande aux auteurs de ces œuvres de se trouver à côté de leurs documents pour éventuellement répondre aux interrogations de nos amis. C'est une première chose. La deuxième, c'est, oui, après les posters, il y aura le café, bien sûr, il y aura la pause, comme nos amis vietnamiens savent le faire, mais je préfère que vous regardiez les posters avant parce que je ne suis pas sûr de vous. La deuxième, c'est, je le rappelle, c'est la possibilité d'adhérer au RIFEF à l'extérieur si vous le souhaitez. Bien sûr, je ne vous fais pas de la propagande, mais je vais vous dire tout simplement pourquoi. Quand un établissement vous souhaite adhérer au RIFEF, s'il envoie à Thierry Carsati à Montréal un chèque via IBAN, ou etc., ou Swift, mandat Swift, etc., si c'est les 100 € qu'il envoie, il en arrive 28 à Montréal quand tout va bien, et chaque fois ça oblige Thierry Carsati à se rendre à la banque. Alors notre président n'est pas un coursier, hein, donc faire des allers-retours à la banque, ça lui fait du bien parce qu'il a besoin quand même de faire un peu de gymnastique, mais ça ne peut pas justifier ses envois. Donc quand on peut le faire à la poste, si c'est possible, ça nous simplifie grandement la vie et ça nous fait gagner un tout petit peu d'argent financièrement. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez regarder un peu les posters, oui. Vous présentez quel serait l'avenir possible de nos actions en formation francophone, que ce soit au niveau secondaire et universitaire. Les organisateurs nous proposent de parler de la place du français en Asie, avec le cas du Vietnam, et vous allez écouter peut-être des propos qui sortent un peu de la frontière du Vietnam, parce que comme nous avons un travail qui réunisse les autres pays de la région, donc il y a la situation également du Cambodge et Laos qui, sur certains points, assez similaire de la situation au Vietnam. En fait, je me suis dit, on ne peut pas parler de la place du français sans parler des enjeux, des stratégies d'intervention de la francophonie dans cette zone, parce que ces enjeux et les stratégies d'intervention de la francophonie dépendent de la place, de la situation actuelle du français dans ces pays, disons traditionnellement, un lien très très fort avec le français et la francophonie. Et c'est ainsi que je vais le mettre dans la structure générale de la communication. Je vais aussi vous présenter la richesse des champs d'intervention que nous menons
c'est aussi pour vous donner des idées, parce que comme nous avons ici multiples établissements de formation, ça pourrait être inciter des idées et ça permettrait d'avoir d'autres possibilités de coopération avec je dirais, les systèmes éducatifs de notre région. Je vais également mentionner un élément actuellement au cœur de notre travail pour la francophonie dans la région, c'est d'accompagner les systèmes éducatifs dans tout ce qui est le développement de la politique plurilingue et développement des enseignements francophones dans ce contexte de développement plurilinguisme et quelques éléments de conclusion. Concernant les enjeux, depuis le sommet de Québec, la francophonie, notamment celle de la région Asie-Pacifique, nous veillons au renforcement du français comme outil de communication et vecteur culturel, et par extension comme langue de communication internationale, d'enseignement et de support à un dynamisme intellectuel, scientifique et culturel novateur. Elle associe cette action à son engagement en faveur du plurilinguisme. Sur le plan régional, la promotion de la langue française s'inscrit dans une problématique de cohabitation du français avec les autres langues, je dirais, les autres langues partenaires ou internationales, et ce, dans la plupart des pays membres. Je dis pays membres, ce sont des 5 pays que j'ai mentionnés tout à l'heure, sans parler aussi de la présence francophone des pays qui n'ont pas une tradition francophone, comme la Chine, la Corée, le Japon, l'Indonésie et Malaisie, par exemple. Le maintien de l'importance relative du statut du français constitue un impératif qui ne peut être relevé sans le développement d'une solidarité et la mise en commun des moyens et ressources entre les porteurs de l'engagement francophone au sein de nos sociétés respectives. Et conformément à l'objectif spécifique stratégique qui consiste à renforcer l'usage et assurer la promotion de la langue française dans la région, les efforts sont déployés afin d'aider les États à développer et à améliorer l'efficacité de leur système éducatif en matière d'enseignement du français, en prenant davantage en compte la grande diversité des contextes linguistiques dans lesquels cet enseignement se situe, ainsi que les contraintes d'adaptation auxquelles il doit avoir de conséquences se soumettre. Et face à la préoccupation majeure et centrale que constitue la formation des formateurs, et face à l'urgence de la rénovation des systèmes éducatifs pour l'accès de tous à une éducation de qualité, des initiatives innovantes ont été prises au niveau national et régional afin de susciter une nouvelle dynamique au service des élèves et des enseignants. Vous voyez, les enjeux sont tellement importants que j'essaie de résumer en quelques mots comme ça, qui fait que la francophonie, nous avons essayé de définir des stratégies d'intervention pour que nos actions, bien que très modestes en termes de moyens et de ressources, à la fois financières et humaines, essayer de définir des stratégies d'intervention qui seront efficaces dans cette région. J'invite maintenant Axel Mauger, qui va nous faire un bref bilan de ce que les 13 présidents ont rapporté un peu plus tôt aujourd'hui. Chers amis, chers collègues, je sais que vous êtes en pleine forme et j'en suis absolument ravi. Je vais être assez court, mais je dois dire tout d'abord que je suis heureux de voir ce buste de M. Okimine, qui a fait quand même une partie de ses études à
Paris et qui a aimé beaucoup de choses de la France, et notamment Victor Hugo. Donc c'est un monsieur qui est un patriote vietnamien et qui en plus s'est tourné vers cette France que nous aimons. Alors, pour, si vous voulez, synthétiser ce colloque, reconnaissez que ce n'est pas facile. Alors, j'ai quelques éléments, bien sûr. Et là, tout à l'heure, il y a M. Raymond-Philippe Gary qui a dit quelque chose que j'ai trouvé, qui m'a interpellé. Et comment peut-on partager sans blesser personne? Et ça, c'est déjà, je pense que c'est un élément qui coiffe assez bien notre colloque. Donc, de partageons ensemble, mais ne blessons bien sûr personne. Alors, je dois aussi reconnaître, je sais que j'ai 10 minutes, alors il faut qu'un peu je me dépêche, mais l'accueil tout à fait exceptionnel de nos amis vietnamiens, et je les remercie infiniment. Vraiment exceptionnel, la qualité de l'encadrement de nos amis du RIFEF, et ça je peux dire qu'ils nous ont permis de participer à un très bon congrès. L'avantage d'un colloque réussi, ce sont bien sûr les communications, mais les rencontres, et je dois dire, je n'ai pas pu assister à toutes, vous imaginez, mais elles ont été très nombreuses, riches, et celles auxquelles j'ai pu assister ont été passionnantes. Chers amis, nous approchons de la fin de cette réunion sympathique, efficace, compétente. Et avant de passer la parole au président, car vous n'oubliez pas que le président doit terminer, c'est dans l'ordre de la hiérarchie, je tiendrai à vous rappeler, en tant que vice-président de l'Église générale, quelques points qui m'apparaissent importants. Bon, le RIFEF, comme tous les réseaux institutionnels de l'AUF, mais je rappelle que nous sommes un réseau transversal. Vous savez, c'est difficile les réseaux transversaux parce que à l'AUF, vous avez des réseaux disciplinaires. Vous avez les réseaux des enseignants-chercheurs en sciences, par exemple, ou les réseaux des enseignants-chercheurs en sciences humaines, et qui disent qu'est-ce que c'est que ces bédouins. Un bédouin, ça c'est la version qu'est-ce que c'est que ces bédouins qui ont un réseau transversal, parce que c'est pas très sérieux. Alors il y a deux réseaux qui peuvent paraître pas très sérieux, c'est les formations de formateurs, et puis c'est aussi les ingénieurs, parce que les ingénieurs ils sont aussi un peu transversaux, eux aussi. Et donc on a à faire comprendre la spécificité de ce que c'est qu'un réseau professionnel. Car comme je disais, il y a une ardente obligation à penser ce que vont devenir nos étudiants, au-delà de toutes les commandes que les ministères respectifs peuvent nous passer. C'est un point important. Et donc le RIFEF, il est là pour faire se rencontrer des acteurs de la formation de formateurs. C'est le cas tout de suite. C'est bien, mais je voudrais, et Thierry Carcenti le pense comme moi bien sûr, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Je veux dire que ça pourrait être mieux en structurant des projets communs de qualité à l'international. Pourquoi? Nous sommes une communauté de gens aux moyens souvent extrêmement différents. Contrairement à ce qu'on croit, ces différences ne s'atténuent pas, c'est pas évident. Même chez nous, les universitaires, on sait que les inégalités s'accroissent dans le monde, on peut s'en inquiéter, mais même chez nous, au sein de notre réseau, on n'est pas sûr du tout. Vous savez, déjà on m'a dit, l'enseignement à distance arrive, les ordinateurs, mettez-leur des câbles et vous allez voir, ils vont gagner 30 années d'un coup, poète. Eh bien, avec le recul, avec nos 10 ou 15 ans de recul, c'est pas évident. Pourtant, l'enseignement à distance, au début, c'était la photocopie, c'était etc. Mais c'est pas évident. Et ce pari n'est pas gagné. Alors vous allez me dire, vous êtes pessimiste. Non, moi je suis pas du tout du genre, je suis quelqu'un de plutôt gai, je suis pas du tout pessimiste. Et je dis, nous avons à y réfléchir
Et la seule façon, si on a réellement le sens de la solidarité nord-sud, nord-sud c'est une expression, hein, tout le monde est d'accord là-dessus, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faut bien qu'on trouve une terminologie, c'est de nous dire si vraiment nous sommes en solidarité, seuls les projets communs permettront à ceux qui ont moins de gravir 3 marches quand les riches continuent d'en monter 2. Car en réalité, avec l'Internet et tout ce qui se passe, avec les connexions, comme on les voit à très haut débit, eh bien, on constate que quand les Américains ou les Européens augmentent de 3 marches, les Africains progressent, mais mettons, ils augmentent de 2. Et si on est un peu scientifique, ce qui compte, c'est le différentiel. Donc ça veut dire en clair que le différentiel augmente. Donc ça veut dire en clair que malgré tout, on risque involontairement de créer de l'inégalité. Et c'est pour ça que je suis personnellement extrêmement attaché à des structures de projets communs. Et je voudrais être clair, les structures de projets communs, c'est pas ce que l'on a fait pendant 20 ans, monter un master parisien qu'on va transporter à Hanoï ou à Ouagadougou. Cette époque est révolue. Ça veut dire en clair que nous devons dire à nos collègues, je peux vous en donner un exemple que Fabienne, Thierry connaissent très très bien, quand on a monté un master commun entre la Guinée, le Niger, l'Algérie et la France avec Clermont, donc des pays très différents. Un master commun, ça veut dire on se met autour d'une table, on essaye de monter un programme, on essaye de monter un projet, et à la différence de ce qui se passe avant, on dit à ceux qui sont les moins équipés, on t'en donnera 90%, mais si tu n'en fais pas 10%, tu ne rentres pas dans le club. Parce que c'est la vie. Et parce que des gens, à quelque niveau qu'ils soient, qui ne prennent pas de responsabilité, ne peuvent pas rentrer dans le club. Mais on tient compte du différentiel. Et c'est la seule façon de compenser. Et ensuite, nous disons au sein de ce master qui fonctionne actuellement, avec différents parcours, etc., on dit attention, tu as le droit de mettre sur ta carte de visite mon nom, enfin mon université, et nous sommes dans un consortium commun. Nous délivrons chacun notre diplôme, c'est pas de la co-diplomation, parce qu'à 4 ou à 5, tout le monde le sait ici, c'est extrêmement compliqué. Mais si nous apprenions par hasard que tu ne ferais pas les efforts nécessaires que pour chez toi ou ailleurs, parce que les étudiants à distance, ça devient compliqué, ne recevez pas l'enseignement d'une même qualité que celui que nous donnons chez nous, alors tu continuerais ton master, mais tu ne pourrais plus avoir la signature des 4 établissements. Et ça, c'est la voie, et c'est la voie étroite, qui permet la même dignité pour une grande université et un petit institut. Et si on ne fait pas ça, on continuera à faire du copier-coller et du transfert. Alors on est très content, parce que ça marche, et puis on fait un peu de pub, etc. Mais ce n'est pas la voie que le RIFEF entend promouvoir. Et donc, oui, je dis que quand on termine des journées comme cela, il faut qu'on réfléchisse chacun, malgré qu'on aura des soucis en rentrant chez nous, à des projets communs de qualité à l'international et formation. On peut s'interroger, nous, au RIFEF, pourquoi on n'a pas réussi à faire plus de masters communs dans les 5 ou 6 dernières années. Nous en avons fait un, c'est pénible, c'est difficile, c'est complexe. Et moi, j'avais la prétention, mais je suis quelqu'un d'impatient, c'est vrai. On a master, on a monté, et Fabienne pourrait vous en parler encore mieux que moi, on a monté un master de formation de formateurs dans la francophonie. Et on a réussi à faire admettre aux petits Français que c'était un master de formation de formateurs dans la francophonie. Parce que des fois, on vous dit, même en France, mais pourquoi la francophonie? Mais c'est quoi la francophonie? Donc, il faut quand même s'interroger, il faut le défendre, avec 4 parcours très différents, formation de formateurs, formation français, éducation et développement durable, formation de formateurs pour les entreprises, les collectivités, les services. Ça a demandé 4 ou 5 ans, tout cela. Et moi, mon ambition, quand j'avais commencé avec nos collègues le premier séminaire à Rabat pour faire ceci, c'était que 7-8 établissements, il y avait 10 établissements qui avaient participé à cela. Et on a pu le monter concrètement à 4. Et maintenant, grâce au travail important des collègues et de notre collègue Fabienne Godot d'ailleurs, à ce moment-là, un certain nombre de pays comme le Liban, comme le Sénégal, d'autres pays veulent s'agréger. Eh bien, je peux vous dire que si vous réfléchissez à le faire,
que ce soit dans l'éducation au développement durable, que ce soit dans les nouvelles technologies et l'enseignement à distance, peu importe, vous pouvez à travers le RIFEF obtenir une signature et vous gagnerez des années parce que si nous avons des projets solides, nous vous aiderons et je suis prêt à y participer fortement. Mais les canards boiteux ou les assistants peuvent rester dehors. Parce qu'un club, chacun y apporte ce qu'il peut y apporter, même si c'est 2%. Ceux-là, on les aidera. Ceux qui disent non, tu me passes tes coups.